Voilà, donc bonjour à tous, on va commencer la conférence dans quelques instants. Je ne vais pas parler longtemps, juste pour vous présenter Yann Taito, du coup, qui était notre étudiant ici de 2013 à 2015, donc il était à notre place il n'y a pas très longtemps. J'espère que bientôt ce sera vous qui accepterez notre invitation pour venir présenter un petit peu vos travaux de recherche. Voilà, donc on a eu l'honneur d'enseigner à Yann. Aujourd'hui, c'est lui qui nous enseigne, c'est vraiment la plus belle des récompenses. Et on est très très fiers de l'accueillir parmi nous. Et je le laisse avec grand plaisir vous exposer son parcours et ses travaux. Merci beaucoup. Bon, on y va. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'être là et je vais vous présenter un petit peu les travaux que j'ai pu faire et que je vais faire également durant les années à venir. Donc, je me présente très rapidement. Je vais détailler un peu plus mon parcours après. Mais s'il faut résumer très rapidement, je suis un passionné de sciences et de musique et je veux avoir ces deux aspects-là de ma vie en même temps. Et donc, j'aimerais vous montrer comment sciences et musique peuvent interagir l'un avec l'autre et de façon cohérente et de façon tout à fait productive et intéressante. Donc mon exposé, notamment, il va s'intéresser à l'accompagnement musical automatique en temps réel. Et pour ça, en fait, on va voir la démarche que j'aimerais avoir, c'est partir de ce problème-là, expliquer pourquoi l'accompagnement automatique, c'est quelque chose musicalement intéressant. C'est un problème qui vient de la musique, qui manque dans le domaine musical. Et voir comment, en fait, en remontant la rivière, en essayant de construire un système pour faire ça, comment les mathématiques, et notamment les probabilités, s'imposent naturellement pour gérer ce problème-là. Donc voilà, on va essayer de voir ça ensemble. Donc d'abord, une petite introduction rapide sur, on pourrait dire, les sciences de la musique ou les sciences à la musique, et notamment peut-être une présentation un peu plus poussée de moi. Donc on l'a dit, je suis ancien élève du lycée, j'étais là en prépa. En 2013-2014, 2015, j'ai fait maths sup, maths spé. Et si je choisis de faire ça, c'était moi, parce que c'était la physique, quelque chose qui me passionnait vraiment. Pour moi, la physique, c'est la science pour comprendre le monde qui nous entoure, et voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé et que je voulais toujours faire. J'ai intégré, suite à la prépa, suite au concours, l'Institut d'Optique Graduate School, ou SUPOptique, où là j'ai pu avoir une formation d'ingénieur couplée à justement cet aspect physique et qui m'intéressait et que j'étais très content de continuer à développer en école. Donc tout ça, ça a couvert un petit peu mon premier aspect, on va dire ma première passion, qui était les sciences physiques. Mais en parallèle de ça, j'ai toujours eu une passion très forte pour la musique. Voilà, je suis musicien, j'ai été dans un orchestre et c'est quelque chose qui m'a toujours bien plus qu'une simple passion. Donc pour moi, c'était essentiel d'avoir ces deux aspects-là de ma vie en même temps. C'est pour ça que j'ai repéré, puis je me suis rapproché de l'IRCAM. L'IRCAM, c'est l'Institut de recherche et coordination acoustique musique. C'est à Paris, à côté du centre Pompidou. Et c'est là que se fait, en fait, on a un laboratoire de recherche mixte en sciences et musique. Donc l'IRCAM, je disais, c'est là où je voulais être. Et c'est là où je suis aujourd'hui. Je suis rentré en doctorat il y a 3 semaines, en fait, très récent, à l'IRCAM. Et moi-même, je veux apporter une touche dans ce monde magnifique de recherche mixte entre sciences et musique. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça. Donc c'est vrai, en fait, je dis recherche mixte entre sciences et musique, mais je devrais même dire science de la musique. Mais avant toute chose, c'est vrai que ça peut paraître un peu, paradoxal, quoi. Vous voyez, parce que science d'un côté, musique de l'autre, c'est vrai que c'est, a priori, on a un peu de mal à les rapprocher. Là, vous voyez ces deux images, j'étais dans un moteur de recherche, j'ai tapé musique pour le premier, j'ai tapé mathématiques pour l'autre, et pour moi, en fait, c'est assez évocateur que, de la façon dont on perçoit les deux, c'est assez différent. C'est assez évocateur de la différence des deux. Vous voyez, la musique, on a plutôt un aspect un peu libre, un peu créatif, un petit peu tout ça. Alors que déjà, les mathématiques, on a beaucoup de symboles, on a déjà un fond noir, c'est quelque chose qui paraît assez strict, assez dur. Donc comme je disais, oui, la musique, la façon dont on peut le voir, c'est une activité artistique. Vous cherchez à créer quelque chose, vous n'avez pas forcément de règles, quoi. Vous essayez de produire, vous avez envie de produire, vous avez envie de créer quelque chose, d'apporter quelque chose. Et même dans le cas, en fait, vous avez une liberté absolument absolue. Si vous faites de l'improvisation, vous pouvez certes suivre des grilles d'harmonisation, mais personne ne va vous dire quoi faire ni comment le faire. Donc, la musique, finalement, c'est quelque chose, c'est comme tous les arts, j'ai envie de dire, quelque chose pour explorer et pour développer sa créativité. Alors que de l'autre côté, les mathématiques, on va plutôt dire, quand on en fait, c'est dans un cadre bien défini. J'ai un problème, je veux le résoudre. J'ai une équation, je veux trouver ses solutions.
Donc là où en musique, on va plutôt avoir une liberté créative, en mathématiques, on va plutôt avoir un cadre défini. Et en cadre défini, j'entends, on a une liste d'outils, on a des théorèmes. Pour appliquer un théorème, on a des présupposés, quelque chose qu'a priori, on ne va pas avoir en musique. Donc pour moi, c'est vrai que les mathématiques, on va utiliser ça on va au travers de démonstrations essayer d'enrichir en fait le catalogue d'outils que l'on a, mais en se plaçant toujours dans un cadre défini avec des hypothèses démontrées auparavant. Donc ça c'est vrai, je commence peut-être en évoquant le gap qu'il peut y avoir entre ces deux domaines, mais moi en fait, au lieu de garder cette approche-là, j'aimerais vous montrer une autre approche, c'est plutôt qu'en fait, malgré ces différences, moi je vois beaucoup de choses en commun. Donc, notamment, en fait, j'ai dit certes la musique c'est quelque chose d'assez libre, etc., mais ça obéit quand même à beaucoup de règles. C'est-à-dire vous pouvez a priori tout faire, c'est vrai, mais si vous voulez que ce que vous faites, ça plaise, par exemple, si vous voulez créer, je ne sais pas, un single ou quelque chose comme ça, il y a quand même des règles. Il y a des choses qui ne vont pas être agréables à l'oreille, il y a des choses qui vont être moins agréables que d'autres. Donc la musique, si, voilà, il y a des gammes qui sont prédéfinies, j'en parlais même pour l'improvisation, des grilles d'improvisation. Il y a quand même un schéma dans la musique qui n'est certes pas fixe, mais qui a quand même un certain cadre. Donc de même qu'en mathématiques, où on a des règles pour utiliser tel ou tel théorème. Ensuite, peut-être de façon très intéressante, science et musique, ça se relie à un concept très générique qu'est le langage. Donc le langage, on va pouvoir dire, de même qu'au travers de l'informatique, on parle d'ailleurs de langage de programmation, on cherche à communiquer avec les ordinateurs. La musique, on pourrait dire, on crée un langage pour communiquer entre musiciens. C'est-à-dire, vous communiquez avec un musicien japonais, vous ne parlez pas un mot de japonais, mais si vous lui donnez une partition, vous allez pouvoir échanger une information entre vous que vous allez tous les deux comprendre. Donc ça, c'est fort. Vous arrivez à communiquer à travers des partitions, par exemple. Donc la musique, c'est vraiment une langue qui se parle comme je suis en train de parler français en ce moment. De même, en mathématiques, je reprends l'exemple de la physique, on pourrait dire, une langue intermédiaire pour essayer de comprendre les lois de l'univers, ou en tout cas essayer de mieux comprendre ce qui nous entoure. À cette notion de langage vient la notion d'écriture, évidemment. Donc là aussi, ça se relie. Il y a des règles pour écrire la musique, il y a des règles pour écrire les maths. Et de façon un peu plus générale, on va avoir ces quêtes finalement cette notion de quête, de questionnement. Donc typiquement en musique, qu'est-ce que je peux apporter? Comment je peux composer? Pourquoi je veux composer? Et en mathématiques, plutôt des quêtes de comment je peux résoudre ce problème, quelle approche faire, quel théorème utiliser, quelle astuce aussi. Voilà, ce genre d'aspect-là. Donc l'idée de la suite de ma présentation, là je vous ai fait une rapide introduction pour dire que certes au premier abord ça peut paraître très distinct, science-musique, mais qu'en fait il y a vraiment un grand monde à explorer. Donc j'aimerais dans une première partie, dans la première partie qui va suivre, faire un petit topo sur les différents liens concrets et existants et qui ne datent pas d'aujourd'hui entre science et musique. Vraiment faire non pas un historique, mais présenter quelques aspects existants de liens d'interaction entre science et musique qui ont existé et existent encore et n'ont pas fini d'exister. Et ensuite, je parlerai vraiment d'un exemple concret, là dans ce cas de recherche actuelle, donc d'un sujet finalement encore ouvert aujourd'hui, qui est l'accompagnement automatique en temps réel, qui m'a occupé pendant à peu près une bonne année. Je ferai une très rapide ouverture sur mes travaux de thèse, très rapide, déjà question de temps, et ensuite parce qu'elle vient juste de commencer, donc c'est plus encore dans mon étape de définition de sujet, mais la cohérence avec ce que j'ai fait avant. Donc je vous propose, on y va, on essaie d'explorer un peu plus le lien fort et existant entre science et musique science, et voir comment l'un et l'autre s'auto-définissent, voire s'auto-enrichissent. Donc je pourrais remonter très très loin. Je choisis comme point de départ l'Antiquité et je choisis Pythagore. Voilà, Pythagore, assez emblématique, c'est peut-être le premier théorème nommé qu'on apprend en maths, je dirais même que c'est vraiment lui, en quatrième. Et notamment, j'aimerais bien évoquer le mythe ou l'histoire de Pythagore et les forgerons. Donc qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte que Pythagore, il passait tous les jours devant une forge. Donc dans une forge, vous avez des ouvriers qui travaillent avec des marteaux. Et on raconte que certains matins, il passait, et lorsque deux marteaux étaient frappés en même temps, le son qui en résultait, il le trouvait agréable. Et d'autres fois, à l'inverse, lorsque les deux marteaux étaient frappés en même temps, le son n'était pas agréable. Donc là, en fait, il a eu une intuition pratique qu'il y avait des conditions en fait, pour que deux sons produits par des marteaux frappés en même temps sonnent bien ou sonnent pas bien. Donc il a voulu vérifier ça, en fait. Et il a fait des mesures, donc des marches, j'ai un problème, j'essaie de reproduire l'expérience pour comprendre ce qui se passe.
Et il en est venu en fait à un lien qui a été démontré plus tard, mais donc l'intuition et même j'oserais dire la démonstration pratique était faite déjà dès l'Antiquité, qui est que pour que les sons soient agréables, il faut qu'il y ait un rapport bien défini de masse entre les marteaux. Par exemple, un marteau, si vous avez un marteau qui pèse une certaine masse et que le second marteau pèse exactement le double, ça va être agréable. Si vous avez le second marteau qui est 50 fois plus lourd, 50% plus lourd, donc ça revient à multiplier par 1,5 ou 3,5, donc là aussi, le son va être agréable. Et en fait, cette multiplication par 3,5, plus tard, elle a été démontrée comme être l'intervalle de quinte, qui est un intervalle, je vais dire, parfait en musique. Donc déjà, en fait, dès l'Antiquité, il a eu l'intuition que l'harmonie était mathématique. L'harmonie, c'est un rapport, aujourd'hui on dirait un rapport de fréquence. À l'époque, c'était un rapport de masse de marteau. Aujourd'hui, c'est un rapport de fréquences qui sont dans des proportions bien définies et du coup, a priori, pas du tout hasardeuses. Donc voilà, déjà l'harmonie qui est un concept fondamental en musique. Si vous faites de la musique, peut-être pas tout le temps, mais c'est pour que ce soit beau. Donc si vous voulez que ce soit harmonieux, il y a des conditions entre les deux fréquences. Maintenant, bien sûr, on peut aller un peu plus loin. Aujourd'hui, on sait que le son, c'est une onde qui se propage. Donc de même qu'au fur et à mesure que la physique a voulu expliquer un petit peu finalement toutes les choses autour de nous, on s'est intéressé naturellement à nos sens. Alors deux sens très intéressants, la vue et l'audition. Donc la vue, on en est venu à essayer de comprendre voilà, un petit peu l'optique, un petit peu qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que c'est la lumière. Donc là, en fait, on a décrit la lumière comme une onde qui se propageait dans tout l'espace autour de nous. Voilà, le soleil, il nous envoie des ondes lumineuses, on les reçoit et nos yeux les comprennent. Ben, le son, en fait, on a eu le même formalisme. On a eu un formalisme de physique des ondes, en fait, qui s'est appliqué autant à l'optique qu'au son. Donc là, on en est venu à définir l'acoustique. Et ce qui se passe en ce moment même, en fait, c'est que lorsque je parle, ben, l'énergie qui est produite par mes cordes vocales, les ondes sonores qui viennent de mes cordes vocales et sortent par ma bouche, sont en fait en train de mettre en mouvement les molécules d'air. Donc là, dans la pièce, il y a des milliards et des milliards de molécules. Et lorsque je parle, voilà, je vais les mettre en mouvement, ce qui fait qu'il va y avoir des zones avec des molécules très collées les unes aux autres, donc sur une petite surface, qui revient à dire des zones de forte pression, puisque vous avez beaucoup de choses sur peu de place. Et à l'inverse, comme certaines ont bougé dans ces zones condensées, vous allez avoir d'autres zones avec peu de molécules sur grand espace, donc des zones de faible pression. Et donc ça, en fait, c'est ça qui se propage. Au fur et à mesure que je parle, les molécules qui se mettent en mouvement font que les zones de pression et de dépression changent au cours du temps. Donc si vous prenez une photo vraiment à un instant donné du son qui est produit ici par un haut-parleur, mais dans ce cas-là, ça serait par mes cordes vocales, jusqu'à vos oreilles, vous recevez une différence de pression que votre système auditif et après le cortex auditif du cerveau est capable de comprendre. Donc, mais finalement, mathématiquement, à un instant T, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le son, c'est une pression acoustique. Et la pression acoustique, comment on peut la représenter? C'est un cosinus. Qu'est-ce que ça revient à dire déjà? Que la musique, c'est un cosinus. On pourrait finalement simplifier comme ça. Le son et par extension la musique, c'est un cosinus qui est une fonction très bien connue en mathématiques aujourd'hui. Peut-être de façon très emblématique à la musique, les partitions. Donc c'est une forme écrite de la musique. Il y en a d'autres. Il y aurait, pour les guitaristes, vous avez les tablatures par exemple. Mais je vais rester sur les partitions parce que c'est quand même particulièrement emblématique. Et moi, ma question c'est, mais finalement, dès que j'ai commencé la musique, je me suis dit, les partitions, c'est quand même vachement mathématique pour moi. Déjà, vous voyez, il y a au tout début, vous avez note égale 120. Donc déjà, vous avez une égalité. Déjà, vous avez des maths. Ça, c'est une notion de tempo. C'est une notion de tempo. Et le tempo, qu'est-ce qu'on fait? On compte les temps. Voilà, au début d'un groupe, vous avez 1, 2, 3, 4, et tout le monde commence en même temps. Donc déjà, en musique, on compte les temps, on utilise les nombres. Ensuite, vous avez carrément une fraction. Au tout début de toute partition, au début de toutes les partitions, vous allez avoir des fractions. Ici, 2 sur 4. Ça revient à dire quoi? Ça revient à dire 4, c'est ce que je vais appeler une noire, c'est ma référence de 1, c'est mon unité, c'est ce que je vais définir comme mon unité, c'est mon 1. Et vous êtes en train de dire qu'une partition c'est divisé en différentes sections, différentes mesures, et vous êtes en train de dire je veux que chaque mesure vale 2. Donc grosso modo, vous voulez avoir 2 unités dans chacune des mesures de votre partition. Et ça, c'est un problème, en fait, je dirais, non pas de dénombrement, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que dans chaque mesure, vous avez le droit de décomposer 2 de toutes les façons que vous voulez. Donc en fait, vous êtes en train de décomposer l'entier 2 sous toutes les formes possibles et inimaginables. Par exemple, première mesure, vous commencez par un demi-silence, ça vaut un demi-temps, c'est 0,5. Vous avez une croche, ça vaut 0,5 également. Vous avez 2 demi-croches, ça vaut 2 fois 0,5. Vous avez décomposé 2 sous la forme 0,5 plus 0,5 plus 0,5 plus 0,5.
Deuxième mesure, là, vous avez une blanche. Une blanche, ça vaut 2 fois une noire. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes en train de décomposer 2 sous une façon élémentaire, mais qui existe bel et bien. Vous êtes en train de dire que 2 est égal à 2. Voilà, mesure 3 et 4, ça se répète, c'est pareil, vous faites exactement les mêmes décompositions. Mesure 5 et 6, là, une autre variante, vous êtes en train de dire, c'est ma référence plus ma référence, ça fait aussi 2. Vous avez décomposé 2 sous la forme 1 plus 1. Donc vous pouvez, en fait, vous avez le droit à toutes les décompositions possibles et inimaginables qui donnent finalement 2. Vous avez une contrainte, en fait, vous avez une contrainte mathématique qui est 2 égale et tout ce que vous voulez derrière, tant que ça vérifie cela. Donc même dans les partitions, vous avez des maths tant pour compter les tempos que pour écrire ce que vous voulez écrire dans une mesure. Donc là, je vous ai un peu, jusque maintenant, je vous ai dit ce sur quoi je voulais insister, c'était dire que musique et mathématiques, en fait, c'était très proche, même que la musique, c'était une onde, donc c'était un objet mathématique. Mais concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a vraiment cohabitation? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça donne lorsque on utilise de la recherche, on utilise de la science pour des problématiques musicales? Mais ça, en fait, c'est omniprésent autour de nous. Donc c'est quand même important de le voir. Même ça, là, je suis en train d'utiliser un micro. On a utilisé, du coup, des connaissances scientifiques, des connaissances d'acoustique pour construire cet objet, pour amplifier ce que je suis en train de dire. C'est déjà un exemple d'interaction. Il y en a plein d'autres. Il va y avoir les studios d'enregistrement, dans lesquels, maintenant, plus que jamais, vous allez pouvoir produire des musiques avec rajouter des effets, des traitements, tout ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc vous augmentez la gamme de créativité. Cette gamme, elle est encore plus augmentée que maintenant, je dirais qu'il y a une accessibilité à la musique qu'il n'y a jamais eu auparavant. C'est-à-dire que maintenant, n'importe qui peut a priori trouver un petit synthétiseur. Et si vous le branchez sur votre ordi, ce synthétiseur-là, vous pouvez en fait avoir accès à toutes sortes de bibliothèques, toutes sortes d'effets grand public, ce qui fait que depuis votre chambre, en fait, vous pouvez créer potentiellement le tube de demain. Ça, c'est absolument récent et c'est absolument fantastique. Et bien sûr, aujourd'hui, avec la révolution informatique, qui dit musique, qui dit données, dit représentation des données, notamment les formats. Et aujourd'hui, la musique, elle a eu différents formats, elle a eu les cassettes, elle a eu les vinyles, elle a eu les CD, etc. Aujourd'hui, musique digitale omniprésente sur le marché. Donc musique digitale, qui dit musique digitale, dit plateforme d'écoute. Donc ici, Spotify, Deezer, les 2 gros concurrents du marché, il y en a d'autres. Donc qui dit ça, dit la façon d'écouter la musique en ligne, en streaming. Donc écoute musicale et représentation de la musique. Et aussi problématique de recherche très intéressante, que je n'aurai pas le temps de détailler ici. La recommandation musicale, c'est-à-dire, je sais ce que quelqu'un a écouté, comment je peux lui proposer quelque chose qu'il est susceptible d'écouter aussi. Ça, vous utilisez l'intelligence artificielle pour faire ça. C'est aussi une problématique de recherche très actuelle et qui, la recommandation ne marche pas toujours très bien, peut-être que des utilisateurs de Spotify ou Deezer l'ont déjà remarqué. C'est un sujet de recherche actuel et qui aussi est un exemple d'interaction concret aujourd'hui de recherche entre science et musique. Donc voilà, j'ai essayé de vous dresser non pas un historique, mais un petit aspect pour donner une idée de ce qu'on peut avoir lorsqu'on parle de science et de musique en même temps. Et maintenant, je vais vous parler de moi, plutôt mon parcours dans les sciences appliquées à la musique, et notamment ce qui m'a occupé pendant une année, quasiment une année entière. C'est l'accompagnement automatique en temps réel. Donc, j'expliquais au tout début, le point que j'aimerais avoir, c'est partir à l'envers, en fait. Vraiment partir du problème, l'accompagnement automatique d'un point de vue musical. Pourquoi c'est intéressant? Ça répond à quel besoin? Ça répond à quel problème? Et remonter, c'est-à-dire essayer de... Je veux faire de l'accompagnement automatique, comment je fais? Donc essayer de définir un cahier des charges, essayer de... il faudrait un système qui fasse ceci, qui fasse cela. Pourquoi? Est-ce qu'il devrait faire ceci et cela? Et voir en fait comment au fur et à mesure les mathématiques s'intègrent naturellement et comment ces mathématiques prennent naturellement une forme probabiliste. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire dans la suite de l'exposé. Donc pour commencer d'abord, accompagnement automatique temps réel. Pourquoi? Comment? Donc l'idée, si vous faites de la musique, ou si vous voyez l'image d'un musicien, on peut avoir assez rapidement, enfin en tout cas moi c'est celle que j'avais, c'est pour ça que j'ai voulu faire de la musique aussi, c'est de jouer à plusieurs. Donc vous faites de la musique, vous voulez intégrer un groupe, vous voulez être dans un orchestre, vous voulez être dans une chorale si vous êtes chanteur, etc. Donc quand même la musique fortement liée à la notion de groupe, de plusieurs personnes, de partage. Alors ça oui, très bien, ok, donc vous jouez avec vos amis, vous jouez avec votre orchestre, et vous avez ce plaisir-là, qui est ce plaisir de partager, de faire quelque chose avec des gens. Mais en fait, si vous regardez la vie d'un musicien, donc d'un musicien professionnel ou amateur qui joue dans un groupe, en pratique, lorsqu'il va être chez lui, entre 2 fois où il va jouer avec son groupe, il va être chez lui à travailler ses partitions. Lorsqu'il travaille ses partitions, il est seul.
Donc en fait là on a un gros paradoxe, on a un paradoxe de ce qu'on aime dans la musique, c'est jouer à plusieurs, mais en fait la plupart du temps je pratique et je suis seul. Donc j'ai pas ce plaisir du partage dans la musique là. Alors l'accompagnement automatique, c'est là que ça devient intéressant. Ça ne va pas remplacer vos collègues, ça ne va pas remplacer votre orchestre, mais l'idée c'est que lorsque vous travaillez chez vous tout seul, vous avez quand même derrière vous un accompagnement, vous avez quand même plusieurs instruments lorsque vous jouez. Vous ne vous écoutez pas que vous-même, vous avez quelque chose derrière vous qui vous soutient et qui vous aide un minimum à, on va dire, rendre la tâche de travail à la maison seul, moins seul. Donc l'accompagnement automatique, c'est vraiment quelque chose qui, d'un point de vue musical, a du sens et a de l'importance. Donc maintenant qu'on a ça, on a posé le problème, donc qu'est-ce qu'on voudrait? Ici, par exemple, je joue du violon et voilà, j'ai mon iPad, par exemple, me joue un accompagnement qui est cohérent avec ce que je suis en train de jouer. Donc ça, c'est ce qu'on voudrait. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut arriver à ça et en fait, comment on arrive à ça. Donc quel système, par exemple, là dans mon iPad, qu'est-ce que je dois mettre? Quel est le système pour me permettre de faire de l'accompagnement musical automatique temps réel? Donc, déjà, moi je tiens à dire, c'est difficile des fois de dire ce qu'on veut, mais on peut dire ce qu'on ne veut pas assez efficacement. Ce qu'on sait qu'on ne veut pas, c'est un accompagnement inerte type karaoké. Alors, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est quelque chose qui défile, et moi, voilà, si je rate une note, si je me trompe, ou si j'arrête, ben lui il continue et je dois le rattraper. Ça ne nous intéresse pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, musicalement, ça n'a pas de sens. Si vous êtes dans un groupe et que quelqu'un est complètement paumé, vous allez vous arrêter, vous allez reprendre ensemble, vous allez retravailler cette section en tant que groupe. Donc vous n'avez pas cet aspect de si quelqu'un n'y arrive pas, tous les autres vont continuer et tant pis pour lui. Donc là, si on n'autorise pas ça pour un groupe, si on n'autorise pas ça pour des musiciens, on ne va pas l'autoriser pour notre système non plus. Donc on ne veut pas quelque chose de type karaoké, on ne veut pas quelque chose d'inerte. Au contraire, on veut quelque chose qui imiterait le comportement d'un musicien. On veut quelque chose en fait qui nous écouterait. On ne veut pas un accompagnement inerte, on veut plutôt un système qui écoute. Qui dit un système qui écoute, dit écoute, analyse et prend des décisions, donc notamment nous accompagne en fonction de ce qu'il entend. S'il entend que j'hésite, il va hésiter avec moi. S'il voit que j'avance très vite, il va avancer très vite. Si j'avance très lentement, il va avancer très lentement. Donc voilà, ce qu'on voudrait, c'est comme un vrai musicien, quelque chose qui nous écoute, qui prend des actions cohérentes avec ce que je suis en train de jouer, et surtout temps réel. Donc le temps réel, je vais peut-être insister là-dessus maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Temps réel, ça veut dire qu'un système, lorsqu'il va recevoir des entrées, lorsqu'il va m'écouter jouer, avant de m'accompagner, il va peut-être faire des calculs, il va peut-être essayer de retrouver ce que je suis et ce qu'il est censé envoyer. En fait, les calculs, ça prend toujours du temps. Le calcul automatique n'existe pas. Même nous, lorsqu'on fait une multiplication, on doit réfléchir un petit peu. Donc l'idée du temps réel, c'est qu'on ne doit pas pouvoir percevoir de latence. On ne doit pas se rendre compte que la machine fait des calculs et que cela entraîne un décalage. Par exemple, on est assez sensible, en fait, notre oreille, dès que quelqu'un va être un peu décalé par rapport à nous, on ne va pas le pardonner. Même entre deux musiciens, on risque même de s'énerver. Le tempo, c'est quelque chose qui doit être cohérent entre plusieurs groupes. Donc l'idée, là, le temps réel, c'est de dire je ne dois pas entendre qu'il a du retard par rapport à ce que je suis en train de faire, ou au contraire qu'il n'a pas d'avance par rapport à ce que je suis en train de faire. Dès que je joue, il doit m'accompagner, et la façon dont il doit m'accompagner doit être cohérente, comme n'importe quel musicien le ferait. En conclusion, en fait, ce qu'on voudrait, tout ça, si on dit on ne veut pas quelque chose d'inerte, on veut quelque chose comme un vrai musicien, qu'est-ce que font les musiciens? Ils s'écoutent et ils se suivent. Ce qu'on veut, c'est un système capable de nous suivre. Alors ça, le mot suivi, en fait, il a beaucoup d'importance parce que ça nous rapproche justement du sujet de recherche, de la littérature musicale scientifique associée, qui est ce qu'on va appeler le suivi de partition. Donc là, déjà, on est passé d'un problème, on va dire, on n'avait pas grand-chose, on dit « j'aimerais être accompagné lorsque je joue tout seul ». Là, déjà, on s'est rapproché d'une littérature scientifique existante, on s'est rapproché du suivi de partition. Et on est en train de dire que, en fait, faire de l'accompagnement automatique, c'est faire du suivi de partition. Donc, suivi de partition, exactement, qu'est-ce que c'est? Dans l'idée, pour un système de suivi, vous avez toujours deux entrées, deux choses indispensables. Qui dit suivi de partition, dit partition. Donc, vous devez avoir en mémoire une forme de partition musicale ou une façon de représenter. Donc, par exemple, les sons MIDI, ça peut représenter les partitions également. Mais là, je vais garder une partition écrite typique. Donc l'idée, c'est vous avez cette partition-là, vous la connaissez, elle est fixe, etc. Et vous jouez par-dessus. Donc vous avez deux aspects en fait. Si vous voulez, vous avez un aspect symbolique de la musique, symbolique dans le sens où une partition, ça donne une information musicale, mais une partition, ça ne fait pas de bruit. Mais vous avez quand même une information musicale dedans.
Et lorsque vous allez jouer la partition, lorsque vous faites une performance, vous exprimez la même information musicale, mais sous une autre forme, dans un autre monde dans l'idée. Vous avez un monde symbolique, où c'est écrit, c'est codifié selon des règles, et un monde, on pourrait dire, audio, où vous avez finalement un signal de vous en train de vous enregistrer, vous en train de jouer. Et l'idée de suivi, en fait, c'est faire directement un lien entre ces deux mondes-là. C'est de faire un mapping entre le domaine symbolique et le domaine audio. L'idée, c'est de dire, au tout début, il commence à jouer, ah, ça a l'air d'être une note, ah, je pense qu'il est sur le La du début. Ah, il a changé de note, je pense qu'il est passé sur le Fa. Ah, là, je pense qu'il est sur le Ré, sur le Do dièse, sur le silence, etc. L'idée, c'est de faire, en fait, en temps réel, vraiment, cette notion de mapping, en fait, cette notion d'alignement. Ce que je suis en train de faire, c'est faire de l'alignement musique sur partition en temps réel. L'aspect temps réel venant du fait qu'on ne veut pas toujours de latence. Donc, faire de l'accompagnement automatique, c'est faire du suivi, c'est retrouver, quand je suis en train de jouer ou en train de chanter, retrouver où je suis dans la partition musicale. Alors pourquoi ça résout le problème? Ça, il faut imaginer, c'est ma piste solo, donc c'est moi, ce que je joue en violon. Mais si on sait où je suis, si on sait que je suis sur une note donnée, et qu'on connaît tous les autres instruments, ce qu'ils devraient faire à ce moment-là, si on sait tout ce que les autres instruments devraient faire, on n'a qu'à synthétiser, ou en tout cas jouer, si on a les enregistrements, ce que tous les autres instruments seraient en train de faire. Donc si vous arrivez à suivre, vous arrivez à jouer en même temps ce que toutes les autres instruments devraient faire également. Donc on a bien résolu le problème qu'on cherchait. Donc évidemment la question maintenant c'est, ok, il faut faire du suivi, mais comment on fait du suivi et quelle approche pour faire du suivi de partition? Donc vraiment ce qui est important pour faire du suivi, il y a deux choses, je l'ai dit, c'est d'un côté la partition et de l'autre côté la performance, donc le chant ou le jeu du musicien. Dans la partition, elle est fixe et connue, c'est-à-dire on a une partition, elle ne bouge pas, elle est écrite et vous savez tout ce que vous avez à savoir sur la partition, vraiment. Il n'y a pas de surprise, la partition elle ne va jamais changer. Mais par contre, là où c'est un peu plus compliqué, un peu plus variable on va dire, c'est la performance. Alors, une performance, c'est variable déjà pourquoi? Parce qu'il faut voir que c'est peut-être même le principe de la musique écrite récente, c'est qu'une partition, elle peut donner vie à une infinité de performances en fait. C'est-à-dire deux personnes, même qui jouent du même instrument, qui vont vouloir jouer la même partition, ça va forcément être différent. Les enregistrements ne seront pas les mêmes, déjà à cause des conditions acoustiques, aussi à cause de leur jeu, aussi à cause, ils ne vont pas forcément avoir le bon tempo, etc. Donc l'idée, c'est que la performance, en fait, c'est difficile de savoir ce qu'il y aura dedans. On peut essayer d'envisager ce qu'il y aura dedans en revanche. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend? On dit, si on joue bien quand même, on espère, on s'attend à retrouver les notes et les accords de la partition. C'est-à-dire, on s'attend à retrouver dans ce que je suis en train de jouer ce qu'il faut y avoir. Mais aussi, en fait, il y a toutes formes de choses qui sont plus difficiles à prévoir à l'avance. Donc, il peut y avoir des hésitations. Lorsque je joue, lorsque je suis en train de lire une partition, je peux faire des ralentis, voilà, j'ai un doute, je peux faire un ralenti, je peux même m'arrêter de jouer pour reprendre. Ça, c'est des choses qu'un vrai musicien il est capable de comprendre. Il va être capable, si vous ralentissez, il va ralentir. Si vous vous arrêtez, il va attendre pour reprendre avec vous. Donc là, c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose que dans les performances, on va retrouver. Et aussi, on peut retrouver toutes sortes d'irrégularités d'interprétation. Donc, irrégularité d'interprétation, ça veut dire vous avez le droit de vous tromper, vous faites une fausse note, vous avez le droit de mal lire, vous faites un saut, vous allez plus loin dans la partition que là où vous devriez être. Et ça, en fait, c'est autant la partition, il n'y a pas de surprise, on sait ce qu'il y a dedans puisqu'on l'a en mémoire. Autant la performance, on veut justement la suivre, on veut justement la faire coller sur la partition qu'on a. Mais sauf qu'il y a toutes sortes d'aspects qui sont... On sait qu'ils vont être là, mais on ne sait pas sous quelle forme et on ne sait pas comment. C'est vraiment difficile de se dire, les hésitations, comment je les modélise, les irrégularités d'interprétation, où c'est qu'elles vont être. Chacun va pouvoir se tromper sur une note différente. Donc ça, en fait, ce que ça veut dire que notre système, comme un musicien, si on veut qu'il marche, il faut qu'il ait une flexibilité pratique. Et flexibilité pratique, ça veut dire qu'en fait, il doit pouvoir gérer tous ces aspects qu'on ne connaît pas vraiment. Il doit pouvoir gérer une sorte de hasard, en fait. Et qui dit hasard, dit, je crois que ça vient, si je ne me trompe pas, de l'arabe al-zard pour dire dé à jouer. Qui dit hasard, en fait, dit forcément, il y a cette notion de jeu, il y a cette notion de hasard, il y a cette notion de probabilité. Tout ça pour dire, notre système, s'il peut suivre n'importe quelle performance, il doit forcément, pour avoir cette flexibilité pratique, forcément reposer sur une approche probabiliste. Approche probabiliste qui, elle, pourra reconnaître non seulement les notes et les accords attendus, mais aussi gérer toutes les irrégularités, qu'elles soient des hésitations ou qu'elles soient des problèmes d'interprétation. Donc voilà, ce qu'on veut, c'est définir une approche probabiliste parce que c'est la seule qui fait sens pour gérer tous ces aspects-là qu'on va avoir dans une performance musicale.
Alors la façon de faire, c'est en fait souvent, moi je ne vais pas trop rentrer dedans, c'est la vision markovienne du suivi. La vision markovienne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, notre partition, on la connaît très bien, et on sait qu'on veut gérer sur un système probabiliste. Donc la meilleure façon qu'on a de faire, en fait, c'est de dire, ma partition, je vais la convertir sous une forme probabiliste. Je vais la convertir sous une chaîne de Markov. Alors une chaîne de Markov, en fait, vous voyez, fondamentalement, en fait, chaque événement de ma partition, chaque note ou chaque silence, ça a été traduit sous une forme de petits ronds, de petits états. On est en train de dire que tous les événements de la partition sont devenus des états probabilistes. Alors un état, il peut faire deux choses, je ne sais pas si vous voyez bien, mais un état, soit il a une boucle sur lui-même, donc ça veut dire, je suis en train de jouer une note, mais ma note, je vais peut-être rester une seconde dessus, donc pendant une seconde, je vais boucler sur moi-même. Mais aussi, j'étais sur une note, je peux passer à la suivante. Donc j'ai aussi une transition vers la suite. Ça, c'est la façon de définir ma partition. Je vais dire, puisque je la connais très bien, mais je peux la convertir de façon très précise en un objet probabiliste qui est la chaîne de Markov. Et tous ces états, on les appelle, états latents, peu importe, ce sont des états probabilistes sur lesquels, en fait, on va essayer de greffer notre audio. Parce que, voilà, c'est ça. L'idée, c'est qu'une partition va donner vie à une infinité de performances, mais on sait que notre performance, elle est censée correspondre à ça, donc on veut coller notre performance sur cette chaîne de Markov. On veut coller à chaque instant, chaque temps de la performance qu'on est en train de faire, on veut dire, ah, il est sur le premier état, ah, il est sur le deuxième état, il est en train de boucler sur le même état pendant quelques temps, ah, là, il est en train de changer d'état. Donc, et ça, c'est vraiment, c'est ce qu'on dit, une approche générative, puisqu'on suppose que la partition génère le contenu musical, génère la performance. C'est le cas puisque une partition, pour jouer, on lit une partition. Donc il y a vraiment cet aspect génératif qui a du sens à nouveau. Donc si on essaie de formaliser un petit peu la chose un peu plus globalement, on va dire que T, c'est notre temps. D'accord, je suis en train de jouer pendant quelques temps, donc il me faut une référence temporelle. On va l'appeler T. T, c'est le temps qui évolue. Et je vais avoir toujours deux choses. Donc je vais avoir d'un côté mes observations, je les appelle O comme observation. Observation autant T, donc une observation, c'est quoi que j'observe, c'est quoi que mon système il écoute, c'est moi qui suis en train de jouer, c'est tout. L'observation, c'est ma performance, c'est ce que le musicien fait, c'est ma note, c'est mon chant, c'est le son que je suis en train de produire. Et à chaque temps, on va associer aussi un état probabiliste. L'état probabiliste, c'est, on va dire, à chaque temps, j'essaie de dire, il est sur cette position-là. Donc pendant plusieurs secondes, il peut être sur le même état, c'est pas un problème, c'est même normal. Et après, il va changer d'état, etc. Mais l'idée est qu'à chaque instant temporel, par exemple, on va dire c'est toutes les 50 millisecondes, on va recalculer, on va essayer de retrouver l'état sur lequel on se situe, la position sur laquelle on se situe. Donc l'idée de tout ça, en fait, c'est comme on est en temps réel, on a une succession d'observations, on a une succession de positions en continu, en fait. On a vraiment un continuum, on a du temps zéro où j'ai commencé à jouer au temps T où je suis maintenant, qui est en train d'évoluer au moment, en fait, en temps réel, toujours. Et l'idée, c'est que pour suivre le musicien, ce qu'on veut faire, la vraie difficulté, c'est qu'on veut estimer la succession des positions. Donc on veut dire, s'il était sur cette position, je pense qu'il était sur cette position-là au début, puis sur celle-là après, puis sur celle-là, etc., etc., etc. Et que la succession des positions qui s'est produite, c'est celle-là. Et on veut retrouver cette succession-là conditionnellement, en fait, donc cette succession qui correspondrait aux observations qu'on a eues. Les observations qu'on a eues, c'est au temps zéro, et ce qui jouait, ça ressemblait à un La, etc. Donc c'est vraiment les observations de juste le signal audio qui a été enregistré dans mon système. Donc ça, en fait, on cherche à estimer des positions, donc on cherche à estimer des états conditionnellement à des observations, en fait. Fondamentalement, c'est vraiment cette idée de je cherche des positions alors que je connais mes observations. Ça, probabilistiquement, c'est une probabilité conditionnelle. Ce qu'on cherche, c'est ni plus ni moins qu'une probabilité conditionnelle. Donc là, quand même, on a énormément avancé. On a quand même dit que moi, j'aime pas jouer seul, j'aimerais avoir quelque chose qui m'accompagne. Et là, on est en train de dire que pour avoir quelque chose qui m'accompagne, c'est calculer une probabilité. Donc le problème musical de l'accompagnement, c'est un problème de probabilité, c'est un problème d'estimation de cette probabilité-là. Alors oui, je ne l'ai pas mis sur cette slide, mais c'est vrai que cette probabilité-là, on cherche à la maximiser en fait. Parce que des chemins, vous pouvez en proposer une infinité. Vous pouvez dire, il était là, mais tous les chemins ne vont pas être vrais. Et vous cherchez le chemin qui est le plus probable, celui qui maximise cette probabilité conditionnelle-là. Celui qui conditionnellement aux observations, semble dire il a commencé ici et il a évolué
selon ces notes-là, selon ces silences-là, et c'est ce qui correspond le mieux aux observations que vous m'avez données. Donc voilà, la probabilité, ce qu'on cherche à estimer, ce qu'on veut, c'est une probabilité conditionnelle qui est du coup la probabilité de A sachant B, probabilité de toutes mes successions, probabilité de toutes mes successions d'états, sachant toutes mes successions d'observations. Donc l'idée c'est maintenant comment on la calcule. En fait, toute seule comme ça, c'est assez difficile à calculer, ou alors on ne sait pas trop comment la formaliser. En tout cas, moi je ne sais pas aujourd'hui comment on peut calculer ça directement. Mais l'avantage avec les probabilités conditionnelles, en fait, c'est qu'on a un théorème assez puissant, qui est le théorème de Bayes, qui permet en fait de renverser les probabilités conditionnelles. Dans l'idée, ça revient à dire que probabilité d'un événement sachant un autre, ça va être proportionnel à probabilité du second événement conditionnellement au premier. Si on écrit ça, ça devient comme ça. Donc déjà, je mets peut-être les plus puristes dans cette salle verront que ce n'est pas une égalité et qu'il manque un terme. Alors le terme qui manque, je tiens à le dire, c'est une probabilité qui concerne uniquement les observations. On la néglige parce que ce qui nous intéresse, c'est retrouver les positions dans la partition. Les observations toutes seules, une information que sur les observations, ça n'a pas d'importance dans ce qu'on cherche à maximiser. Donc on le jette. Et c'est pour ça qu'on reste proportionnel et ça nous suffit largement pour le système de suivi dont on a besoin. Et donc là, en fait, on a bien renversé la probabilité qu'on cherche. On dit, plus je cherche pour retrouver mes positions connaissant mes observations, en fait, je vais chercher quelque chose qui est mes observations en présupposant des positions, multiplié par un autre terme qui est un terme uniquement sur la succession de positions qu'il y a eu. Alors la question qui se pose peut-être, c'est en fait pourquoi ça c'est plus simple. Déjà on a l'air assez perdant parce qu'on avait un terme, on en gagne deux maintenant. Mais en fait on est gagnant quand même parce que ces deux termes-là, ces deux termes de droite, c'est plus facile de les manipuler, c'est plus facile de les définir, c'est plus facile d'en faire quelque chose. Beaucoup plus que le terme original. En fait, pour être précis, le premier terme, en fait, donc le terme probabilité de mes observations supposant une succession de positions, ça on peut le mesurer comme une proximité musicale en fait, entre ma performance et la partition. On est en train de dire, s'il a été sur un Mi puis sur un Fa, l'audio, je vais pouvoir l'analyser et voir si, à l'aide de descripteurs par exemple, voir si, oui, ça correspond pas mal. Je pense que ça correspondait pas mal à un Mi, ça correspondait pas mal à un La. Ça va faire monter cette probabilité-là en fait. Vous êtes vraiment en train de faire une mesure, est-ce qu'il a joué les notes que je présuppose? Parce que là, voilà, ma référence, c'est là qu'on a changé en fait. Ma référence, c'est présupposer une suite d'événements et voir si les observations que j'ai eues collent là-dessus. Si c'est le cas, ça va faire monter les probabilités, ça va favoriser le chemin que j'ai choisi. Et l'autre terme, en fait, il est agréable aussi à manipuler. Il concerne uniquement les successions de positions. Il est agréable parce qu'en fait, c'est une sorte d'évolution temporelle. Lorsque j'avais montré la chaîne de Markov, je vous ai dit, soit je boucle sur moi-même, soit je passe à la note suivante ou à une autre note. Et ça, en fait, c'est ce terme-là, il modélise ça un petit peu, en fait. Il modélise l'évolution temporelle l'idée de rester sur une note ou de passer à une note suivante. Et là où c'est très intéressant, et où c'est justement agréable d'avoir ce terme-là dans notre concept, dans notre contexte, c'est que on a une information très importante avec les partitions, très intéressante, c'est des durées a priori de notes, en fait. On sait, par exemple, une blanche, on se doute qu'elle va durer 2 fois plus longtemps qu'une noire. Et on a une idée du tempo aussi. Donc finalement, avec ces deux informations, on arrive à prévoir à peu près, à avoir une idée de combien de temps je vais rester sur un petit peu chaque note. Ça fait que si je reste trop longtemps, si je prédis tout le temps la même note, si je reste sur un chemin beaucoup trop long, un chemin qui varie trop peu souvent, je vais faire baisser les probabilités. Donc si je fais baisser les probabilités, je suis en train de désavantager cette succession-là, je suis en train de désavantager le chemin que je suppose. Donc l'idée c'est que on a ce compromis-là entre est-ce que c'est cohérent d'un point de vue observation, est-ce que la succession de notes que je suppose, c'est ce que j'observe dans mon audio, et l'autre idée, est-ce que c'est cohérent d'un point de vue évolution musicale dans la partition? Une partition, normalement, voilà, on avance plutôt linéairement. Donc ces deux termes-là, c'est bien d'utiliser ce théorème de Bayes pour retourner le problème, parce qu'on a deux termes qui ont un sens et qui sont faciles à exprimer. Et ça, on parle d'inférence bayésienne. Alors inférence, parce que inférer, c'est on cherche à retrouver quelque chose qu'on ne connaît pas, donc la suite de positions. Et inférence bayésienne, parce qu'on retourne le problème pour le rendre plus agréable grâce au théorème de Bayes. Donc là, c'est une inférence bayésienne. Le suivi de partition, c'est une inférence bayésienne qu'on cherche à résoudre. On cherche à maximiser une probabilité calculée grâce au théorème de Bayes.
Donc voilà, avec ça en fait, si vous arrivez à trouver le chemin maximal, c'est ce qui se fait, vous arrivez à faire du suivi. En fait, vous avez gagné. Vous faites du suivi de partition, vous faites de l'accompagnement automatique en temps réel. Donc, si on résume un petit peu tout ce qui a été vu, quand même, j'aimerais le dire, c'est que science et musique, c'est des choses qui ne sont pas du tout contraires, qui sont au contraire qui ont tendance et intérêt à s'aimer mutuellement et qui s'enrichissent mutuellement. Bon. L'exemple applicatif sur lequel moi j'ai travaillé et que je vous ai présenté, c'est l'accompagnement automatique en temps réel. Ça, c'est un problème qui vient d'une observation dans la vie des musiciens de tous les jours, qui dit simplement que si j'aime jouer en groupe, pourquoi lorsque je pratique, je devrais me sentir seul alors que j'ai envie d'être accompagné comme si j'étais avec mon groupe. Donc, ni plus ni moins, l'accompagnement automatique, c'est une application du suivi de partition. Il y en a d'autres. Il y a d'autres applications de suivi de partition, ça serait le tourne-page automatique par exemple. Si vous savez que vous arrivez à la fin d'une page, là vous tournez automatiquement sur votre écran. Donc il faut imaginer des partitions numériques dans ce cas-là. Mais l'accompagnement automatique, c'est un exemple d'application du suivi de partition. Pour faire le suivi de partition, dû aux aspects qui sont difficiles à prévoir d'une performance, il faut se placer dans un cadre probabiliste, nécessairement. Et ce cadre probabiliste, en fait, dans ce cadre-là, les positions, elles sont retrouvées par la résolution d'une inférence, et cette inférence, elle est faite par le théorème de Bayes. Donc c'est une inférence bayésienne. Et ça, c'est pratique, parce que d'un côté, on a introduit un terme qui a un sens musical, c'est une proximité entre ma partition, finalement, et mes observations. Et le second, qui est un terme qui modélise l'évolution temporelle, qui consiste à dire je n'ai pas le droit de rester trop longtemps sur des notes, mais je sais que sur cette note-là, je vais rester 4 fois plus longtemps que sur l'autre. Donc voilà, là vous avez tout, vous savez faire du suivi de partition, vous avez toutes les connaissances pour faire du suivi de partition en temps réel. Donc je pense que j'ai un peu de temps pour vous mettre une démonstration de ce que ça peut faire. Donc je précise que là où je travaillais, c'était à la fois en Antescofo et à IRCAM. Donc Antescofo, c'est une entreprise, IRCAM, c'est le laboratoire, et que ces vidéos leur appartiennent et ont tout droit réservé, et que je les remercie pour l'utilisation. Là, dans l'idée, vous avez un pianiste, et tout ce que vous entendez qui n'est pas un piano, c'est de l'accompagnement automatique. Donc voilà, dans l'idée, et cet algorithme-là, c'est exactement ce que je vous ai présenté. C'est ni plus ni moins que mot pour mot, les choses que je vous ai présentées, la même capacité à décoder, la même succession. Maintenant, un autre exemple, en fait, on peut même aller encore plus loin. Si vous savez faire du suivi et que vous savez faire de la synchronisation, donc si vous savez finalement synchroniser une action, c'est-à-dire vous savez dire « Ah, il est là, je sais où il est, donc je dois jouer ça », vous pouvez même aller plus loin et vous pouvez même faire de la synchronisation vidéo-musique. Donc là, en fait, ce que je vais vous présenter, c'est une vidéo, donc un clip, en fait, clip musical Singing in the Rain, qui va évoluer en suivant un musicien. C'est-à-dire que tant que le musicien ne joue pas, la vidéo va boucler, et si le musicien joue, ça va continuer d'avancer. Donc au début, vous allez voir, comme il ne joue pas, ça boucle, et ça va avancer, et ça va le suivre. Je pourrais vous laisser la vidéo entière, mais voilà l'idée. Non. Si on revient où j'en étais. Voilà, donc démonstration
purement simple et vidéo, donc la première vidéo, juste le suivi. L'idée que voilà, j'ai un enregistrement de toutes les pistes d'orchestre que je ne joue pas. Moi, je joue et cette piste s'adapte à ce que je suis en train de faire, m'accompagne en temps réel. Et un exemple encore plus poussé, de là, carrément, j'utilise une partition pour faire de la synchronisation vidéo, vidéo musique en fait. Donc ça voilà, c'est ce qui m'avait occupé pendant à peu près un an, donc dans l'entreprise chez Antescofo où je travaillais. Et aujourd'hui, j'ai commencé une thèse très récente, du coup, et je vais très rapidement parler en une slide des futurs travaux que je serai sûrement amené à faire, et peut-être le lien aussi avec tout ce dont je vous ai parlé. Donc dans ma thèse, en fait, je vais moi m'intéresser plus spécifiquement. Ce que je faisais jusqu'alors, c'était accompagnement automatique, ça va concerner les instrumentistes, ça va aussi concerner les chanteurs. Dans ma thèse, je vais me focaliser sur vraiment la voix chantée, sur les chanteurs. Donc moi, ça me plaît parce que je chante très mal, donc travailler sur la voix chantée, c'est une très bonne expérience. Donc, dans le cas de la voix chantée, il y a une information supplémentaire que l'on n'a pas avec les instruments. C'est la notion de parole. Et donc finalement, si on se dit on a une information supplémentaire, pourquoi pas l'utiliser? Si on l'utilise, on peut faire un suivi qui est potentiellement meilleur. On a 2 informations, on a 2 fois plus d'infos, donc potentiellement la capacité de faire 2 fois mieux. Donc l'idée, c'est les paroles. Autant le suivi de notes, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc on a une idée de comment le faire. L'idée maintenant, ça serait de faire de l'alignement texte à audio. Donc je connais les paroles, je veux savoir à quel moment il les prononce. Et même aller encore un niveau en dessous, alignement phonème à audio. L'avantage du phonème à audio, c'est que vous pouvez avoir une classification de phonèmes pour absolument toutes les langues du monde, et donc faire adapter ce suivi-là à n'importe quelle langue, et à la détection, vous pourrez faire de la détection de langues chantées, de langues parlées, retrouver la langue utilisée dans un opéra sans même comprendre les paroles. Donc l'idée, c'est le lien entre ce que je faisais jusqu'à maintenant et le lien avec ma thèse, ça va être ces problématiques d'alignement, les appliquer à du texte et à des phonèmes. Mais ça, c'est dans un but un peu plus général dans lequel s'inscrit ma thèse. Et puis ça va nous servir en fait à recueillir des informations sur les chanteurs. Et notamment, donc, les buts divers sur lesquels je m'intéresserai vraiment, ça sera donc, le but complet, c'est de mieux analyser les performances de chanteurs. Et ça, notamment, si on fait bien de l'alignement phonème à audio ou texte à audio, on va pouvoir faire des mesures précises et intéressantes de rythme, de cycle respiratoire, de prononciation aussi. Donc, par exemple, vous n'êtes pas italien et vous chantez un opéra en italien, alors à quel point vous êtes proche. Et ça dans le but d'établir, par exemple, une classification de chanteurs, dans l'idée. D'autres aspects qu'on pourrait mesurer, donc indépendamment cette fois-ci de l'alignement indépendamment de l'alignement et du texte, etc., c'est aussi chez les chanteurs, on peut mesurer la justesse en fait. Chaque chanteur, chaque voix, elle est fausse. Par nature, elle est fausse, mais plus ou moins juste. Et l'idée, c'est qu'on a une variation, voilà, on a une variabilité de justesse dans la voix. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer, qu'on peut analyser avec différents logiciels et différents algorithmes. Voilà, un vibrato, comment un chanteur fait son vibrato, chacun va avoir sa technique différente. Vous prenez le vibrato de Edith Piaf et de, je ne sais pas, Black M, ça ne va pas être le même. Donc, vous allez plus globalement aller vers les techniques de chant, comment un chanteur fait ses techniques de chant, tout ce genre d'aspects-là. Et finalement, le but complet qui est relié à mon sujet de thèse, c'est modéliser le style d'un chanteur. Donc le style, ça ne va pas être juste le genre. Le genre, c'est plutôt au niveau. Vous avez le genre, c'est quelque chose classique, jazz, rap, etc. Là, le style, c'est vraiment un chanteur dans une configuration donnée. Comment il fait donc? Justement, quel est son rythme, quel est son cycle respiratoire, quelle est sa justesse, quel est son vibrato, comment fait-il ses techniques, etc. Si vous arrivez à modéliser les styles de chant, ça a 2 intérêts. D'un point de vue musicologique, ma thèse va être en collaboration avec des musicologues, ça va être de pouvoir aussi créer dans un certain sens une analyse plus fine des chanteurs, voire même des comparaisons de chanteurs entre eux, dire ce chanteur-là, dans son style, il est plus orienté sur la justesse, son vibrato est intéressant, mais si on compare avec celui de quelqu'un d'autre, etc. Une classification qui existe, mais qui demanderait à être plus approfondie aujourd'hui. Et le deuxième aspect des choses, ça va être plutôt sur l'aspect audio et synthétique, c'est si vous arrivez à très bien définir le style de quelqu'un, à la fin, vous pouvez juste donner un texte, une phrase qui n'a jamais été prononcée par ce chanteur-là et lui faire chanter cette phrase. Donc vous pouvez faire chanter Edith Piaf sur n'importe quelle parole que vous désirez à long terme. Donc voilà ce genre d'applications sur lesquelles je m'intéresserai moi dans ma thèse. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et merci pour votre attention. Oui, donc merci donc, à Yann pour ce bel exposé.
Si vous avez des questions, je vais faire passer le micro si quelqu'un a une question. Alors moi je peux peut-être commencer, j'ai une question. Oui, vas-y. Par rapport aux partitions, si j'ai bien compris, c'est de l'accompagnement en temps réel, mais sur des partitions qui existent déjà. Donc il y a une banque de données de partitions. Les partitions, elles sont scannées, transformées après. Il y a des algorithmes qui lisent, ça c'est ton côté optique, oui. transformer le scan optique d'une partition et de tous les accompagnements. Là. Donc il va y avoir un travail énorme de création de banques de données sur ça. Et donc, si on veut créer quelque chose, ça ne fera pas de l'accompagnement en temps réel, que sur des choses existantes. Oui, c'est ça, exactement, pour l'instant. Oui, non, oui, c'est ça. Pour l'instant, la façon dont c'était fait, c'est exactement ça. Si vous avez, donc, dans le cas où je travaillais, on faisait enregistrer des orchestres professionnels sur des partitions existantes, et on avait, après, c'est un catalogue. Voilà, c'est géré en ligne, c'est géré un service de streaming. Donc on a, nous, des enregistrements professionnels qui existent, et on a, comme je t'expliquais, la partition, ça ne va pas être vraiment une partition papier, elle va être convertie dans un format numérique, mais dans l'idée, voilà, ce format numérique-là, on va le comprendre assez pour pouvoir en faire une chaîne de Markov et pouvoir insérer là-dessus. Et comme on a l'enregistrement audio de référence, l'enregistrement qu'on va devoir jouer, si on connaît à quel endroit, à quelle position on se situe, notre accompagnement, on va pouvoir le déformer, le ralentir pour qu'il suive le tempo que je suis en train de faire. D'accord. Donc voilà. Faciliter en disant, moi je vais commencer là. Oui, dans le réglage. c'est ça. Ouais. Bon, maintenant vous pouvez poser vos questions. Et est-ce que vous avez étudié si c'était possible d'accompagner des gens sans même savoir ce qu'ils allaient jouer? Genre d'identifier le style, les intentions derrière, et c'est accompagner tout ça? Alors ça doit pouvoir se faire, mais moi... Ça doit pouvoir se faire, mais là, je t'avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu pourrais faire. En fait, c'est vrai que faire de l'accompagnement automatique sans base derrière, c'est difficile, parce que si tu commences à accompagner automatiquement et que, par exemple, tu ne sais pas dans quelle tonalité le musicien va être, si tu n'as vraiment aucune information, c'est vraiment difficile d'accompagner quelque chose dont tu ne sais rien. Pourquoi? Parce que si tu vas jouer dans une certaine tonalité et qu'on commence à t'accompagner dans une tonalité qui n'est pas la bonne, ça va être voilà, pas très beau. Donc il faut un minimum d'informations pour se baser. Donc je pense, voilà, par exemple, tu dois dire je vais improviser dans telle gamme, je vais improviser dans tel contexte. Là, on pourrait faire quelque chose qui peut-être t'écoute pendant, je ne sais pas, une dizaine de secondes, il t'écoute. Et après, pour la suite, il commencerait à te suivre et à t'accompagner. Ça pourrait se faire. Moi, je n'ai pas du tout travaillé sur ça, mais c'est quelque chose qui pourrait se faire, je pense. Bonjour. C'était juste pour savoir si, quand vous regardez une probabilité, vous avez fait un choix en fait sur la partition, comment vous faites? Est-ce que vous les traitez simultanément plusieurs? Est-ce que vous traitez plusieurs simultanément? Et comment est-ce que ça vous le gérez en machine? Et éventuellement, est-ce que ça serait possible de voir un petit bout de code? Je ne l'étais pas. Mais... Alors, les codes déjà, ils sont protégés malheureusement, du coup. Mais oui, donc dans l'idée, en fait, ce qu'on fait, c'est, voilà, j'ai dit, ce qu'on veut faire, c'est on calcule une probabilité sur tous les instants jusqu'à toujours. Ce qu'on fait en pratique, c'est on découpe et on fait au fur et à mesure. En fait, on fait une optimisation, on maximise la probabilité petit à petit. Donc ce qu'on fait, on ne calcule pas tout d'un coup, mais c'est vraiment au fur et à mesure. En fait, c'est des calculs de différents chemins. On favorise toujours un chemin d'évolution de partition par rapport à d'autres. Et c'est comme ça, voilà, c'est comme ça que c'est géré. Et la façon dont c'est fait, c'est le formalisme des chaînes de Markov, en fait, qui autorise à proposer différents chemins présupposés, et on garde le plus cohérent en fonction de ce qu'on a, quoi, en fonction des valeurs de probabilité que l'on a. Et donc pour résoudre l'inférence, voilà, c'est en voilà. Si on commence à jouer un mi, il va aller sur la première note, le premier mi qu'il trouve. C'est ça. Et après. C'est ça. Mais après, il faut se dire que lorsqu'on commence vraiment à jouer, on se met quand même, on lui dit quand même, je commence ici.
quand même. Quand même, c'est On, ça. enfin, on peut être méchant après, mais normalement ça arrive. C'est quel type de langage? Quel type de langage, à défaut d'avoir le code? C'est C++. C'est fait en C++. Ben, ça pourrait être fait en tout autre, je pense. L'avantage du C++, c'est que c'est rapide. Voilà. Et qui dit temps réel dit rapidité. Voilà. Si, encore une. Toujours dans l'idée Oui. de respecter l'interprétation du musicien, est-ce que aussi il serait possible de changer ce que va jouer après l'accompagnement au niveau des nuances pour avoir justement une meilleure harmonie avec le musicien? Et aussi, si jamais il n'est pas accordé exactement comme la piste originale qui a été programmée, est-ce que justement il y a est-ce que ça s'adapte? Par exemple, il y a des instruments aussi où on n'a pas forcément la justesse sur toutes les notes et où la manière dont on joue, ça influe, ça change en fonction, enfin, en plein milieu du morceau. Est-ce que ça s'adapte? Oui. Voilà. Voilà. Non, mais non. Non, en fait, si tu veux, du coup, même si tu joues faux, justement, c'est aussi ça le problème dans les performances, c'est que si tu es chanteur, je disais, allô, oui, chaque chanteur est un petit peu faux, donc le système il doit pouvoir jouer les problèmes de justesse également. Il bug non le micro. Ouais. Donc l'idée c'est que, en fait, comme tu calcules des probabilités pour potentiellement toutes les notes, si tu veux, même si tu joues un si qui est un petit peu faux, ben, la probabilité, imaginons tu dois être sur un si et tu joues un si mais qu'il est un petit peu faux. Ben, même s'il est faux, la probabilité que ce soit un si va quand même être plus élevée que celle que ce soit un mi par exemple. Tu vois. Donc le système il va quand même réussir à favoriser le chemin du si. Donc il va quand même réussir à comprendre que toi tu es sur ce si là. Après pour les problèmes de transposition, en fait, ben, la partition que tu as l'avantage d'avoir tout en mémoire, d'avoir la partition en mémoire et les pistes audio en mémoire, c'est que tu peux les transposer. Donc même si pour ton instrument, je sais pas, tu étais une clarinette en si bémol, et tu pourrais très bien jouer une partition de guitare. Bah, donc la seule chose que tu as à faire, c'est transposer l'accompagnement, transposer la partition, et donc comme la partition tu la connais et c'est ce que tu gères, bah, tu sais que maintenant tu vas plus mesurer si c'est un do, mais si c'est un si bémol, quoi, par exemple, que tu vas faire. Donc tout ça, on peut voilà, le système a une flexibilité à ça aussi, aux notes qui ne sont pas tout à fait justes. Et pour tous les instruments, tu peux choisir ta tonalité, tu peux choisir ton tempo, etc. Si je joue faux qu'à un certain moment, est-ce que l'orchestre va jouer faux avec moi aussi? Alors, dans la version actuelle, non, mais si tu voulais que ce soit le cas, il faudrait carrément avoir plusieurs pistes sonores pour chaque partition, tu vois. Mais du coup, non. Si tu joues vraiment, genre totalement faux, c'est-à-dire vraiment les mauvaises notes pendant trop longtemps, là, tu vas le perdre. Voilà, il est pas... Si tout est faux, absolument, si tout est faux pendant 10 secondes, il va être perdu. Par contre, si tu es faux un petit moment, mais que tu arrives à te rattraper derrière, eh ben, il va réussir à se dire, bon, là, il s'est passé quelque chose, on oublie, et là, je commence à reconnaître une succession qui a du sens, je vais là. Voilà. Et par rapport aux nuances, si je joue plus fort que ce qui était prévu dans la partition, C'est pas un problème. il peut jouer aussi plus fort à ce moment-là. Dans le système actuel, non, mais ça pourrait devenir un paramètre. Tu pourrais jouer l'accompagnement plus ou moins fort en fonction de l'énergie mise par le musicien. Ça pourrait. Après, il faut voir les problèmes avec ça aussi. Le problème, c'est que si l'accompagnement est trop fort, en fait, tu peux aussi confondre le retour d'accompagnement avec toi, ce que tu es en train de jouer. Donc il y a aussi un compromis là-dessus à avoir qui est en pratique et difficile à trouver. Voilà. Mais les nuances comme ça ne sont pas gérées, mais ça pourrait très bien l'être. Bah, l'avantage en fait du retour, c'est que on a les pistes qui doivent être jouées. Donc c'est nous qui les envoyons, donc on les connaît en fait. Et comme tu connais, bah, tu dis, mais ce qui va rentrer dans mon système, c'est moi ce que je joue, plus moi ce que j'ai envoyé. Donc tu fais une sorte, voilà, tu dis, bah, en fait, comme je sais qu'il va y avoir ce retour que j'ai généré, bah, je vais le brouiller, quoi, je vais l'enlever, je ne vais pas le prendre en compte. Dit comme ça, c'est simple, c'est pas du tout simple, mais dans l'idée, c'est ça. Dans l'idée, c'est, je sais ce que j'envoie, donc j'ai quand même une information qui va m'être utile pour distinguer
ce qui est juste de l'accompagnement, du retour d'accompagnement, et ce que fait mon musicien, ou mon chanteur. Rien. Bon, ben, s'il n'y a plus de questions, on peut remercier Yann pour sa prestation.